Excellent. Ben, merci tout le monde de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre webinaire sur les 5 choses essentielles pour que votre projet d'analytique RH soit un succès. Pour ceux qui n'ont peut-être pas reçu les courriels là, dans les dernières semaines, peut-être qu'il y a des gens qui se demandent, qui nous connaissent un peu déjà, qui se demandent c'est quoi Cara. On va peut-être commencer par ça rapidement. On a fait un changement de marque la semaine dernière, hein? Oui, lundi, en tout cas, la semaine dernière ou la semaine d'avant, récemment. On a fait un changement de marque et Syntel Capital Humain est devenu Cara. Et une petite histoire derrière Cara, si les gens se demandent pourquoi Cara, en fait, Cara, c'est l'unité de mesure pour les métaux précieux. Donc, on trouvait quoi de plus approprié que de vous aider à mesurer votre ressource à vous, la plus précieuse, vos gens à l'interne, vos gens dans votre entreprise. Donc, c'est là que vient un peu l'idée de Cara. Donc, vous allez voir que maintenant, Syntel Capital Humain là, est mort. Donc, longue vie à Cara. Par contre, la compagnie Syntel existe toujours. Donc, moi et André, on travaille toujours pour la compagnie Syntel. C'est vraiment juste la plateforme d'analytique RH qui devient Cara. Donc, ne surprenez-vous pas si vous voyez Cara un petit peu partout dans notre présentation aujourd'hui. L'agenda pour aujourd'hui, c'est assez simple, je vous dirais. Donc, on va vous parler évidemment des 5 choses essentielles que toute bonne plateforme d'analytique devrait avoir. Évidemment, nous, ici, chez Intel, chez Cara, ça fait 10 ans qu'on développe la plateforme. Donc, on a une philosophie, une approche qui, selon nous, est importante. Les choses qui devraient primer dans l'analytique RH. Et alentour de tout ça, on a bâti la plateforme. Donc, c'est un peu ça, notre vision, notre philosophie qu'on va vous partager aujourd'hui. Ensuite de ça, évidemment, nous, on est très impliqués dans les implantations avec les clients. Donc, on voit souvent les choses qui reviennent, les problèmes qui reviennent, les pièges qui reviennent souvent, mais aussi les obstacles, les choses qui peuvent être plus difficiles pour un projet d'analytique RH. Donc, un coup qu'on va avoir mis la table un peu avec ça, André, tu vas nous montrer directement dans la plateforme d'analytique RH Cara ces choses-là en action. Dans le fond, comment nous, on a pris ces idées-là, ces concepts-là, puis comment on les a traduits finalement dans une plateforme d'analytique RH. Je vous invite à poser vos questions pendant la présentation. Moi, je vais garder un œil sur le chat. Donc, je peux envoyer vos questions directement à André. Sinon, on va se garder aussi une période à la toute fin si vous voulez démarrer votre caméra avec votre micro puis poser vos questions. Ça va être possible. Ceci étant dit, il y a aussi 2 de mes collègues qui sont dans le chat ce matin. Donc, il y a Claudia Tremblay qui peut vous aider aussi à répondre à vos questions d'analytique RH ou RH en général. Puis j'ai mon collègue Gauthier. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec la plateforme Teams, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien avec Teams, vous pouvez vous adresser à Gauthier. Gauthier peut vous aider. Ceci étant dit, donc commençons. Qui on est? Mais moi, c'est Mathieu Barry. Je suis le directeur du développement des affaires chez Syntel depuis environ 1 an. Et puis, je suis joint par ma collègue André, que j'imagine la majorité d'entre vous connaissez ou avez au moins entendu parler. Donc, André, elle, c'est vraiment, non seulement c'est notre VP ici, là, expérience employée chez Syntel, mais c'est aussi la chef de produit. Donc, tout ce que vous allez voir aujourd'hui en termes d'analytique RH, de la plateforme, c'est vraiment André qui est la tête pensante derrière tout ça. Syntel qui on est. Donc, Syntel, comme je vous expliquais un petit peu tantôt rapidement, il y a vraiment 2 branches chez Syntel. Donc, il y a Syntel, la compagnie qui existe depuis 1987, qui fait de l'intelligence d'affaires. C'est uniquement de l'intelligence d'affaires. Donc, ça peut être à toutes les sauces. Hein. Ce n'est pas nécessairement dans les RH, ça peut être les opérations finances, peu importe quoi. Tous les projets de données, on est beaucoup impliqués là-dessus. Et il y a une dizaine d'années, l'équipe d'André et André, évidemment, ont parti un projet comme en parallèle d'analytique RH, vraiment la plateforme d'analytique RH qui est devenue Cara. Donc, et alentour de cette plateforme-là, là, on s'est mis à coudre un petit peu plus de choses aussi. Donc, on a acheté de la formation. Donc, si vous, par exemple, vous dites, dans notre entreprise, on est très intéressé par l'analytique RH, on n'est pas sûr d'avoir les compétences en interne pour le faire, André et son équipe ont de la formation pour vous emmener à jour dans ce domaine-là. Si vous dites, on voudrait se lancer, on ne sait pas par où commencer, c'est quand même un gros projet d'analytique RH, on fait de l'accompagnement aussi. Puis il y a des services qu'on appelle d'analyse de données, c'est la science de données. Donc, des scientifiques de données ou des analystes de données qui sont disponibles. Si vous voulez faire des choses, ça peut être aussi simple qu'un rapport, que vous voulez développer un rapport que vous n'êtes pas capable de développer, vous n'avez pas les ressources ou vous n'avez pas le temps pour le développer. Ou ça peut être un scientifique de données si vous voulez faire des algorithmes ou faire de la prédiction, par exemple, développer des modèles prédictifs pour vous. Donc, on a tout ça, puis évidemment, la plateforme que vous allez voir aujourd'hui. Donc, à droite, vous voyez, là, on a eu la chance de travailler avec des belles entreprises au Québec. Ça, c'est tous des clients Cara, et pas Syntel, vraiment des gens qu'on a accompagnés du côté RH.
Donc, tout de suite, avant qu'on commence, à venir, on va régler ça tout de suite. Donc, c'est une question qui revient souvent. Oui, vous allez avoir le PDF de la présentation d'aujourd'hui. On va vous envoyer ça demain. Et vous allez aussi recevoir un lien pour la vidéo si vous le révisionnez ou le partagez avec quelqu'un. Tout de suite après le sondage, dans les minutes qui suivent, pas après le sondage, mais après le webinaire, tout de suite après le webinaire aujourd'hui, dans les minutes qui suivent, vous allez recevoir un sondage. Si vous avez le temps, c'est toujours super apprécié que vous puissiez les remplir parce que ça nous enligne un petit peu, ça nous éclaire à savoir si ces webinaires-là sont utiles, qu'est-ce que vous aimeriez voir, pas voir. Donc, si vous avez quelques minutes, c'est très gentil de pouvoir le remplir pour nous aider. Notre prochain webinaire, on annonce toujours le prochain webinaire, là, on tombe dans l'été, hein, donc on va avoir une petite pause cet été. Par contre, on s'enligne probablement pour septembre, possiblement fin août, mais probablement septembre. On va faire un webinaire conjoint avec notre partenaire HRM, puisque dans les prochains jours, on va lancer une nouvelle plateforme de sondage. En fait, dans notre plateforme d'analytique, il y a une plateforme sondage et on a fait un partenariat avec HRM pour développer vraiment un sondage sur l'expérience employée, mais spécifiquement en contexte de télétravail. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, je n'hésite pas pour nous contacter. De toute façon, vous allez sûrement recevoir un courriel. Puis, c'est sur en septembre probablement, là, on va faire un webinaire pour expliquer un petit peu les concepts, qu'est-ce qui est possible, comment ça fonctionne. Puis, on a aussi des clients déjà, donc on va parler aussi de nos clients, qu'est-ce que ça leur donné à l'interne. En termes de formation, si vous êtes CRHA et vous voulez avoir des crédits pour de la formation continue, on a deux formations, une le 7-8 juillet, ça arrive un petit peu vite, là, mais qui est en route vers mon premier tableau de bord. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'analytique RH, puis que vous ne savez pas par où commencer, c'est une bonne première formation pour se lancer dans l'analytique. Sinon, il va y avoir bâtir son business case RH, les 3 et 5 coups. Ça, c'est vraiment, nous, on le voit souvent. Là, souvent, les RH vont être très intéressés par un projet d'analytique d'RH. On va aller de l'avant, mais il faut convaincre. Il faut faire beaucoup de consensus à l'interne pour convaincre nos collègues VP, la direction, que ça vaut la peine d'investir. Donc, tout souvent, ça passe par un business case. Donc, c'est ça que vous apprenez dans cette formation. Oui, mais ce n'est pas seulement pour bâtir un business case pour de l'analytique. Ça peut être bâtir un business case pour une initiative de santé mieux-être, pour un programme de reconnaissance. Donc, c'est vraiment une formation pour vous aider à mettre en place une façon de travailler qui va vous aider à convaincre la haute direction d'investir dans votre projet RH. Donc, ce n'est pas seulement pour l'analytique, ça peut être pour n'importe quelle initiative RH. Bon point, Voilà. merci André. Parfait. Donc, les 5 choses essentielles, les voici, les voilà. Comme je vous dis, on vous résume ça en début de présentation. Puis ensuite, ça, avec André, on va vraiment voir en pratico-pratique, là, en concret, comment ça se traduit dans une plateforme d'analytique RH. Donc, la première chose qui est essentielle, c'est la qualité des données. La qualité des données, c'est la base de tout programme ou de toute initiative d'analytique ou de BI. Si vous n'avez pas de la donnée, puis vous n'avez pas de la donnée de qualité, vous ne pouvez rien faire. Nous, notre philosophie par rapport à ça, c'est que non seulement c'est essentiel de l'avoir, mais une bonne plateforme devrait vous aider non seulement à s'assurer que la qualité est bonne, mais à l'améliorer aussi. Donc, vous allez voir avec André, nous autres, on a tout un système d'audit de la qualité. À chaque fois qu'il y a un import de la donnée qui est faite dans la plateforme, il y a tout un système qui roule en arrière-plan pour vérifier que la donnée est effectivement bonne. Si elle n'est pas bonne, on va pointer où les erreurs sont, où les problèmes sont pour qu'il y ait des correctifs qui puissent être emmenés. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien évidemment, ça prend des indicateurs, des tableaux de bord. Hein? C'est la base de l'analytique. Une bonne plateforme d'analytique RH, spécifiquement pour les RH, va par contre avoir beaucoup de choses clés en main. Donc, chez nous, ben, c'est les indicateurs, on en a 350. Donc, on arrive avec ça, c'est juste une question d'activer les indicateurs, les banques d'indicateurs qui vous intéressent. Puis ça, c'est standard. Une bonne plateforme d'analytique va pouvoir vous donner beaucoup d'indicateurs à la base. Il n'y a pas beaucoup de travail manuel à faire pour y arriver. La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avec les indicateurs et les tableaux de bord, c'est très bien parce que ça nous donne une idée globale de ce qui se passe dans notre entreprise. On peut voir des tendances, on peut voir, c'est vraiment the big picture, comme on dirait en anglais. Par contre, si on va aller voir à la source, qu'est-ce qui a généré? Si notre turnover, notre taux de roulement a augmenté, qu'on veut savoir pourquoi, mais il faut être capable d'aller creuser, trouver les raisons pourquoi faire de l'analyse un peu plus poussée. Donc, même chose, la troisième chose qui est très importante pour nous ou pour toute plateforme analytique, c'est la capacité d'aller faire cette analyse-là de façon simple, rapide et efficace. La quatrième chose, la personnalisation puis la flexibilité.
Ce qu'on veut dire, c'est sûr qu'il va y avoir toujours une partie de personnalisation dans toutes les plateformes. Il devrait en avoir une du moins, mais c'est la personnalisation un peu plus poussée, je vous dirais, dans le sens où que souvent, ce qu'on voit, toutes les plateformes, ou la majorité des plateformes d'aujourd'hui sont en mode SaaS, hein, dans l'info nuagique. Ce que nous, on a vu, puis ça nous a pris 4 versions pour réussir à le faire correctement, c'est quelque chose qu'on a appris à la dure, c'est que quand on va apporter de la personnalisation plus poussée que juste dire, bon, ben, je veux que mon dashboard soit bleu au lieu de blanc ou des choses comme ça, si on veut vraiment créer des dashboards de toutes pièces habituellement ou souvent, c'est très difficile ou impossible. C'est-à-dire on reste pris un petit peu avec ce qui a été développé par le fournisseur, ce qui a été pensé par le fournisseur, puis si on veut sortir de ça, c'est un petit peu difficile. Chez nous, comme vous allez voir avec André, on a un Power BI embedded, qu'on n'a toujours pas la bonne expression en français pour ça, mais qui vous permet finalement d'aller vous connecter directement sur la donnée puis de faire n'importe quel rapport. Vous n'êtes absolument pas limité parce que Syntel a pensé ou réfléchi ou développé déjà. Vous pouvez sortir. Donc, ce qui m'amène à mon deuxième point, la flexibilité, c'est les données. Faites très attention si vous vous intéressez à une plateforme d'analytique RH, que vous êtes en mode là, pour regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Est-ce que vous avez accès à la donnée? Est-ce que vous êtes propriétaire de la donnée? Parce que souvent, dans un SaaS, on va emmener la donnée sur le nuage, le cloud, et à partir de ce moment-là, ça devient un peu une boîte noire dans laquelle on ne peut pas aller chercher de l'information. Vous allez voir avec André aussi que chez nous, c'est contraire. On rouvre la donnée. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec la donnée. Vous avez accès à toute la donnée. Puis finalement, ben, la 5e étape, c'est le prédictif. Et là, je vais amener un petit bémol à ça parce que le prédictif, pour le faire, ça prend 2 choses. Ça prend beaucoup de données historiques, hein, parce que si on n'a pas de données, on est un peu pris. Ça prend des employés. Une entreprise de 150, 200 employés, ça va être très, très, très difficile de faire du prédictif parce qu'on n'a pas assez de données. Habituellement, dans le prédictif, ça va tomber plus là, dans les 1000, 1500, 2000 employés. Là, on peut commencer à faire des choses qui sont intéressantes. Si vous avez plus d'employés comme ça, c'est sûr qu'une plateforme d'analytique devrait vous emmener là. C'est bien d'être réactionnaire, de pouvoir regarder en arrière ce qui s'est passé pour corriger les erreurs, mais si on est capable de regarder en avant puis de prévenir ce qui pourrait arriver, les problèmes qu'on pourrait voir bientôt, évidemment, ben, on est dans une autre situation complètement. Donc, c'est un peu, je dirais, le summum de l'analytique. Hein, André, je ne sais pas si tu es d'accord, le prédictif, essayer d'aller vers ça pour réussir à s'éviter beaucoup de problèmes. Donc, les 3 pièges, faire attention, ça c'est vraiment le premier, c'est vraiment selon vous. Si vous êtes très à l'aise avec l'analytique RH, vous savez ce que vous avez besoin, vous avez les compétences à l'interne, vous êtes probablement correct. Ce qu'on voit dans le marché, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, puis on était comme ça, en fait, nous, quand on a lancé la plateforme Cara, qui était Syntel Capital Humain à l'époque, c'est ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on a lancé la plateforme et on livrait la plateforme. C'était un outil technologique et c'était aux gens de s'organiser finalement avec la plateforme. À travers les années, on a ajouté des services autour, de l'accompagnement beaucoup, de la formation beaucoup, pour accompagner les gens, parce que c'est un processus. L'analytique RH, c'est vraiment un processus, hein? C'est un voyage. Donc, nous, on a toutes les choses à l'interne ici pour vous accompagner, pour de A, finalement, jusqu'à la livraison, et même après la livraison de l'analytique plateforme, si vous voulez continuer à vous perfectionner et avancer là-dedans. Plusieurs joueurs le font dans l'industrie, mais pas tous. Donc, une chose à vérifier. Les données inaccessibles cachées derrière un système propriétaire, c'est ce que je parlais tout à l'heure, finalement. Donc, s'assurer que vous êtes bien propriétaire de votre donnée puis que vous y avez accès, de sorte que si vous voulez sortir des limites imposées par votre plateforme d'analytique, vous pouvez le faire. De façon générale, on dit habituellement une plateforme d'analytique, une bonne plateforme d'analytique RH va être capable de répondre peut-être à 80-90% de vos besoins directement, le clé en main, sans faire trop d'ajustements ou quoi que ce soit. Mais il y a toujours un 10 à 20% manquant ou ce qui est unique à votre entreprise. Donc, c'est là qu'il est important de voir qu'est-ce qui vous est offert pour aller chercher ce 10 ou 20 %-là qui, des fois, peut faire la différence. Si je peux ajouter quelque chose ici, c'est Oui. que dans la grande entreprise, ce qu'on va voir souvent, c'est qu'on va avoir déjà un écosystème d'intelligence d'affaires, de BI, et qu'on ne veut pas nécessairement que les RH soient dans un silo. Fait qu'on veut pouvoir accéder à l'information qui est dans la plateforme d'analytique et amener peut-être les indicateurs sur le tableau de bord organisationnel de toute l'organisation, pouvoir aller chercher quelques indicateurs RH et les amener. Donc, ça, c'est permis dans notre plateforme. C'est que notre plateforme, elle est ouverte et elle permet de faire ça. Donc, vous n'avez pas l'impression que les RH sont dans un silo, mais que ça fait partie de l'écosystème BI de l'organisation.
Et puis, la dernière partie, c'est la personnalisation du reporting. Ça veut dire que, évidemment, chaque plateforme va vous dire, ben, c'est du drag and drop. Vous pouvez bâtir vos propres tableaux de bord, vos choses. C'est bien, mais des fois, on veut sortir de ça complètement. On veut acheter des indicateurs, on veut croiser de la donnée, comme un peu André vient de dire. Si on va aller chercher de la donnée à travers d'autres départements ou même de la donnée de l'industrie, si on veut faire ça, habituellement, on devient un peu plus limité, là. Donc, faire attention à ça pour vous assurer que vous pouvez vraiment créer les rapports que vous voulez avec l'information que vous voulez de façon simple aussi, là, parce qu'il y en a qui vont le faire, mais c'est plus compliqué. Donc, ce sont les 3 pièges. Il n'y a pas de questions, non, hein? Gênez-vous pas à poser des questions si vous en avez. Et finalement, les 3 obstacles. Ce qu'on rencontre le plus souvent. Bon, la première étape là-dedans, là, c'est sûr que des fois, on parle à des gens qui sont bien motivés, qui ont des bonnes intentions. Si vous n'avez pas le support de la haute direction, ça va être très difficile d'aller de l'avant avec un projet de l'analytique et RH. La raison étant que c'est un projet qui va sortir juste du département d'RH. C'est quelque chose qui doit être plus grand que le département d'RH. Comme un client qui nous avait dit, il dit, je ne veux pas que ce soit une bébelle RH. Puis c'est effectivement ça. Souvent, les RH, ben pas souvent, je vous dirais pas mal, tout le temps, les RH vont être un peu les champions de ce projet-là. C'est eux qui vont être les porteurs de projet. Ça doit venir des RH. Mais ensuite de ça, ça doit faire partie un peu de la culture d'entreprise. Ça doit faire partie de l'entreprise à tous les niveaux, surtout quand on parle de haute direction, puis aussi dans différents départements. Donc, juste dans une implantation, par exemple, c'est pas rare d'avoir les TI qui sont impliqués un petit peu. Donc, même avant d'arriver à une culture d'entreprise d'analytique, vous allez devoir travailler avec votre département de BI, votre département de TI, pardon, BI et l'autre. Si vous êtes assez gros, des fois, certaines entreprises ont des départements de BI, il va falloir les impliquer eux autres aussi dans le projet. Donc, avoir le support de la haute direction va faire en sorte que ce projet-là va être beaucoup plus facile à faire passer puis à mettre en mouvement dans l'entreprise. Le deuxième, qui est un peu relié au premier, finalement, là, c'est le budget. Ça, c'est la chose, c'est toujours le problème, hein. Les RH sont souvent, malheureusement, encore en 2021, les enfants pauvres des entreprises. Donc, c'est rare qu'on va avoir un budget déjà préalloué pour ça. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, un peu comme on parlait avec la formation sur les business case, c'est que RH, on va souvent travailler pour réussir à monter un bon business case solide pour aller convaincre la haute direction, pour faire débloquer des budgets. Donc, il y a toujours un peu un travail d'équipe qui doit être fait, puis une bonne analyse. C'est important de connaître ses besoins, de savoir ce qu'on a besoin à l'interne avant d'aller de l'avant, puis savoir ça va être quoi l'impact d'un projet comme ça sur nos ressources à l'interne. Finalement, gouvernance des données, ça, c'est vraiment, je vous apprends rien ce matin, là. On parle de données RH, c'est de la donnée qui est hyper sensible. Donc, ça prend des processus en place. Évidemment, une bonne plateforme, puis je pense que ça, c'est standard dans l'industrie, là, va vous donner tous les outils que vous avez besoin pour s'assurer que non seulement la donnée va être protégée contre des fameux hackers ou des choses comme ça, mais qu'aussi qu'à l'interne, vous allez pouvoir décider qui voit quoi, finalement. Même si une plateforme vous l'offre, vous, à l'interne, vous avez quand même une bonne réflexion et un travail à faire pour dire, bon, ben, on peut donner les accès de n'importe qui à n'importe quoi, mais comment on gère ça? C'est qui devrait voir quoi, dans quelle situation, dans quelles circonstances? Donc, il y a toute cette chose-là qui doit être faite. Parfois, ça va être en concert avec les TI. Les TI sont souvent les gens qui sont responsables de la sécurité des données. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour rassurer les TI, pour s'assurer que la donnée est effectivement bien protégée, puis qu'il n'y a pas place aux problèmes, aux erreurs. Donc ça résume un peu notre vision chez Syntel, un peu les concepts sur lesquels nous, on a bâti notre plateforme. Donc, si vous voulez voir un peu comment ça se traduit dans la vraie vie, André, je vais te laisser la main. Tu vas pouvoir nous montrer ça. Ça s'en vient, je pense. Voilà. Bon, là, vous allez voir, je vais tout le temps regarder à gauche. Je ne vous regarderai pas, mais c'est parce que mon écran, ma grande écran est plus à gauche. Donc, c'est plus facile pour moi de faire une démo sur une plus grande écran que sur un plus petit écran. Donc, ce n'est pas parce que je veux éviter votre regard. Et aussi, je ne verrai pas s'il y a des questions, là. Fait que Mathieu, s'il y a des questions, ne te gêne pas pour me les diriger. Je m'occupe de ça. Voilà. Comme vous voyez, là, je suis rentrée dans un tableau de bord préconfiguré.
La plateforme est accessible via un navigateur et vous pouvez y accéder via n'importe quel navigateur. Même, vous pouvez y accéder sur votre téléphone intelligent ou sur une tablette. La plateforme, elle est mobile. Ce que vous voyez ici présentement, on a modélisé une organisation d'environ 2000 employés avec différents groupes d'emplois, différentes localisations, avec des syndicats. Donc, une entreprise là, qui a pas mal tous les cas possibles qu'on peut rencontrer chez un client. Fait que là, actuellement, je suis dans un tableau de bord préconfiguré avec des indicateurs, des graphiques. Mais je vais aller vous montrer un petit peu c'est quoi là, la navigation, qu'est-ce qu'on a de disponible là, dans la plateforme. Fait que je vais vous faire juste un tour rapide, là. Fait on a une section tableau de bord ici où vous avez accès à déjà 8 indicateurs, 8 tableaux de bord préconfigurés, mais vous pouvez configurer vous-même votre tableau de bord, soit en partant d'un tableau existant et en le modifiant, ou soit en partant de zéro. Il n'y a aucune limite au nombre de tableaux de bord que vous pouvez avoir. Puis juste vous montrer comme ça, je vais aller vous montrer le sommaire des indicateurs qui vous donne une vue, Mathieu l'a dit tout à l'heure, des 350 indicateurs auxquels vous avez accès, qui sont déjà préconfigurés. Fait que vous en avez ici un sous-ensemble. Donc, on a des indicateurs liés à la démographie et à la diversité, des indicateurs de mouvement. Donc, autant les mouvements externes que les mouvements internes. Donc, tout ce qui est en lien avec le roulement, le temps travaillé, l'absentéisme, les heures supplémentaires et aussi la mobilisation. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a d'intégrer dans la plateforme un module de sondage et ce module de sondage-là permet de faire des sondages de mobilisation, des entrevues de départ. Donc, vous pouvez mettre le sondage que vous voulez. Nous, on prend la donnée et on peut la croiser ensuite avec d'autres indicateurs. Et c'est ça, disons, la grande force d'avoir un outil de sondage intégré. Même si on a les gens qui répondent au sondage, répondent à un sondage qui est envoyé par Syntel. Donc, c'est un sondage qui est fait à l'externe de l'organisation et on ne vous montre jamais les résultats pour des groupes plus petits que 5. Cependant, nous, on le sait qui a répondu à quoi. Donc, ça nous permet à nous de faire vraiment des analyses là, qui permettent de vous aider à prendre des meilleures décisions. Donc, ça, c'est comme je voulais vous dire mon sommaire d'indicateurs. Ensuite, on a des panoramas, ce qu'on appelle des analyses déjà préconstruites qui vous permettent d'analyser différents sujets RH, en passant par le profil de main-d'œuvre, les coûts RH, l'absentéisme, le roulement, des problématiques de recrutement. Donc, ce qu'on a fait dans ces analyses-là, c'est qu'on a pris un sujet RH et on est venu l'analyser, mettre tous les indicateurs reliés pour vous permettre d'aller plus en profondeur dans vos analyses. Mes analyses partagées ici et mes analyses, ce sont deux sections où on a intégré Power BI dans l'application. Fait que ça, je vais aller vous le montrer tout à l'heure, comment Power BI est intégré. Ce qui veut dire que là, vous êtes libre de faire tous les types de rapports que vous voulez en utilisant la plateforme Power BI. On vous donne accès à notre modèle de données, on vous donne accès à nos indicateurs, à toutes les dimensions. Donc, pour vous, la donnée est déjà toute prête à être utilisée et vous pouvez faire les rapports que vous voulez. J'aimerais porter votre attention ici sur le rapport qualité de données. Quand Mathieu, tout à l'heure, nous parlait des essentiels, pour nous, pouvoir mesurer la qualité des données dans votre système d'information RH ou dans vos systèmes d'information RH, c'est primordial pour faire de l'analytique de qualité. Donc, si je regarde ce rapport-là de qualité de données, c'est un rapport qui est fort utile, surtout lors de la phase d'implantation. Puis ensuite, à chaque rafraîchissement des données, les données sont rafraîchies selon la fréquence que vous décidez. OK? C'est le client qui décide. Habituellement, là, je vous dirais que c'est une fois par semaine que certains clients veulent rafraîchir leurs données, donc à chaque période de paye, mais on peut rafraîchir à tous les jours là, si vous le voulez.
Donc, vous voyez ici, bon, c'est des données de démo, donc j'ai un résultat de 100 de qualité de données. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça chez aucun client, 100 mais on a des clients quand même qu'on a réussi à amener vraiment un haut résultat de qualité de données parce qu'on est capable de leur montrer. Et là, vous voyez dans mon cas ici, démographie, j'ai 137 erreurs. Fait que si je vais voir mon rapport, je suis capable de voir là, que j'ai des avertissements au niveau de mes erreurs. Je suis capable de voir c'est quoi le type d'erreur que j'ai. Quand c'est seulement un avertissement, c'est parce que on considère que cette erreur-là n'affecte pas les résultats que vous allez voir dans la plateforme. Si l'erreur aurait affecté le résultat, ça aurait été un avertissement plus critique, disons. Et ce qui pourrait même arriver, c'est que la plateforme n'acceptera pas les données et on va vous dire, OK, les données n'ont pas passé ce soir, il y a trop de problèmes dans vos données. Il faut vraiment que vous revoyiez là, les données de votre système source. Donc, on peut même aller vraiment dans le détail. Puis là, je vais aller voir un traitement passé. Là, je vais aller à celui du 8 juin. Puis là, vous voulez aller voir vraiment, là, il y a des employés dans ce cas-ci qu'on ne retrouve pas, on ne les retrouve pas dans le jeu de données, mais ils étaient là par le passé, ils ne l'y sont plus, mais on n'a pas de date de départ. Fait que ça, on est capable là, de venir vous dire, c'est qui l'employé, c'est quoi son numéro d'employé, et là, vous pouvez aller voir les numéros d'employés et aller corriger l'information dans le système source. Fait que je vous dirais que ça, pour nous, c'est un essentiel. Ça permet, là, puis je vous dirais que ça permet aussi de rassurer la haute direction quand vous présentez des résultats de tableau de bord parce qu'ils se disent, oh oui, la donnée est de qualité. Ils ne sont pas à questionner à toutes les fois. Mais il me semble que ça ne fonctionne pas, mais il me semble que j'avais plus de départ que ça. Fait que vous voyez, là, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment un essentiel. Ensuite, on a la section des analyses prédictives. Tantôt, je vais aller vous montrer là, la projection du taux de roulement. Comme Mathieu le dit, il faut avoir quand même une quantité de données pour être en mesure de produire des analyses prédictives. Dans notre cas, il faut au moins avoir 3 ans d'historique pour que nos modèles, je vous dirais, nous donnent une bonne projection. Ensuite, on a une fiche employée. Ça aussi, je vais aller plus en détail tout à l'heure, mais pensez que dans certaines organisations, il y a plusieurs systèmes d'information RH. Puis quand je dis plusieurs systèmes, là, ça va vraiment par problématique RH. Donc, pas problématique, par silo RH. Donc, je vais avoir de l'information dans un système de gestion des apprentissages, de l'information dans notre système de recrutement, de l'information dans le système de gestion de la performance, puis de l'information dans mon système de paye ou mon système d'information RH. Nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre toute cette information-là de l'employé et on vient le regrouper à un seul endroit pour que vous puissiez avoir une vue globale là, de vos employés. Fait que ça, c'était pour vous faire un petit peu le tour rapide là, de ce qu'il y a à votre disposition dans la plateforme. Je vais retourner dans mon tableau de bord. Et ça, c'est le deuxième essentiel, c'est d'avoir des indicateurs de performance et des tableaux de bord. Je suis dans le suivi de la main-d'œuvre et quand vous avez ici en haut, vous avez des filtres et je suis capable d'aller filtrer mes tableaux de bord selon différents filtres. Je peux retourner dans le temps. J'ai un filtre organisation qui vient vraiment détailler votre structure organisationnelle. J'ai un filtre par superviseur qui viendrait, si vous voulez voir davantage l'information par superviseur. J'ai un filtre compagnie pour les organisations qui auraient plusieurs entités légales et qui aimeraient voir l'information par entité légale. J'ai aussi une deuxième section de filtres, nos filtres secondaires, et là, on a davantage de filtres. Bon, on pourrait filtrer l'information par ancienneté, par groupe d'âge, statut d'emploi, etc. Et je vous dirais que cette portion-là, elle est quand même très configurable. Donc, quelqu'un qui n'a pas de syndicat, le filtre syndicat n'apparaîtrait pas. OK? Puis quelqu'un qui voudrait rajouter un filtre division, par exemple, on pourrait le faire. Fait que c'est juste pour vous donner une idée que vous pouvez filtrer là, par
plusieurs dimensions. Je vais vous faire un petit exemple. Là. Je veux filtrer par un département en particulier, une première vice-présidence. Je vais choisir ma première vice-présidence. Puis supposons que je voudrais filtrer, je vais appliquer le filtre. Vous allez voir, là, l'information se met à jour automatiquement. Fait que là, je suis rentrée dans cette première vice-présidence-là. Je suis capable de voir mes différents indicateurs, comment ils ont changé. Je suis capable de voir là, que j'ai 1228 employés. Je suis capable de voir que ma pyramide d'âge, que j'ai davantage de femmes dans cette première vice-présidence-là. On a un portrait global. Si là, par exemple, je dirais, OK, maintenant, montre-moi seulement, puis je vais aller dans mes groupes d'emploi, montre-moi seulement mes professionnels. Fait que je vais aller chercher le groupe d'emploi professionnel. Et là, je vais voir l'information pour ce département-là, mes professionnels, à quoi ça ressemble. Fait que ça, en gros, on peut filtrer de toutes les façons, on peut faire de la multisélection de filtres, il n'y a aucun problème. Je vais remettre mes filtres, je vais remettre ça à tous. Maintenant, quand je regarde mes cartes ici en haut, j'ai une carte taux de roulement, qui m'indique que mon taux de roulement est à 19,1 présentement, là, ou en décembre 2020, et qu'à la dernière année, donc la période précédente, il était à 17,3. C'est pour ça que j'ai une petite flèche rouge là, vers le haut. Partout dans la plateforme, quand vous avez un petit i comme ça, c'est que vous pouvez avoir toute l'information reliée à cet indicateur-là. Donc, vous avez la définition, la formule de calcul, puis comment vous devriez interpréter l'indicateur ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller plus loin. Donc, qu'est-ce que vous devriez analyser quand vous regardez cet indicateur-là. Ça, je vous dirais que ça sert beaucoup aux gens qui ne vont pas trop souvent dans la plateforme puis qui se disent, voyons, c'est quoi dans le taux de roulement puis comment il se calcule. Dites-vous que chaque formule de calcul qui est là, est basée sur la norme ISO 30414 ou sur les meilleures pratiques d'affaires. La norme ISO nous définit 58 indicateurs de performance. Donc, on est allé prendre cette définition-là. Sinon, on va prendre la définition des meilleures pratiques d'affaires. Ensuite, le comportement de navigation. Chaque fois que vous avez un chiffre là, qui est un nombre d'embauche, un nombre d'employés, un nombre de départ, vous pouvez cliquer sur le chiffre et ça vous amène vers une liste. Donc ici, j'ai ma liste, mes embauches, là, mes 319 embauches qui ont eu lieu dans la période d'année à date 2020. Mais j'aimerais mieux aller vous montrer mes départs. Parce que je vais aller vous montrer mes départs, puis c'est la même affaire. Je vais avoir mes 397 départs. Vous voyez, j'ai deux fois une personne, la même personne. C'est que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est sur une liste de rappel. Donc, elle est revenue, puis elle est repartie. Donc, on le compte deux fois dans les départs. Ici, Sarah Allard, si je vais sur Sarah, ce que je peux aller voir, c'est sa fiche employée. Donc, je suis capable de voir que Sarah, c'est quoi l'information sommaire sur Sarah, quel type de poste, sur quel type de poste elle est, dans quel groupe d'emploi elle est, son statut d'emploi, etc. Je suis capable de voir tout ça, mais je suis capable aussi de voir de l'information un peu plus personnelle. Et c'est là qu'on est capable de sécuriser chacun des onglets. Donc, si vous n'avez pas le profil pour aller voir les informations personnelles d'un employé, bien, l'onglet n'apparaîtrait pas. Moi, je suis pilote, donc je peux tout voir, mais on est capable de sécuriser l'information et les champs que les gens ont le droit ou pas le droit de voir. Ça, on fait ça au moment de l'implantation où on vient déterminer c'est quoi les profils là, de sécurité qu'il faut mettre en place. Ensuite, on a son temps travaillé. Donc, on est capable de voir pour Sarah, dans la dernière année, avant qu'elle quitte, qu'est-ce qu'elle a eu comme… là, ici, on voit qu'elle a des absences statutaires. Ça, c'est davantage des congés, des vacances, des congés fériés. Et elle a fait des heures supplémentaires. Mais elle n'a pas eu d'absences circonstancielles, qui sont des absences là, reliées à absence maladie ou aller voir le médecin, etc. Elle n'en a eu aucune. Fait qu'on est capable de voir son calendrier et voir quand est-ce qu'elle s'est absentée ou quand est-ce qu'elle a fait des heures supplémentaires. On a son historique d'emploi dans notre organisation. On a sa performance et on serait capable de voir aussi toute l'information liée aux formations qu'elle aurait suivies dans l'organisation. Fait que c'était pour vous montrer ici que je suis partie d'un tableau de bord, je suis allée dans une liste employée,
Ah, puis là, j'ai oublié de montrer, c'est vrai. Mathieu, il aime ça quand je montre ça. Je vais retourner dans ma liste de départ. Euh, toutes les listes sont exportables dans Excel. Fait que je vais cliquer sur le petit X ici. Vous voyez, ça me l'amène dans Excel et ça me l'amène vraiment, moi, je considère, dans une belle liste Excel. Hein, je vais l'ouvrir ici, voilà. Ça m'amène ça dans une belle liste Excel, déjà prête à être triée, déjà prête à être utilisée. Donc, ça, c'est utile, pas pour faire de l'analytique, parce qu'on ne veut pas aller sur cet écran-là. Pas pour faire de l'analytique, mais vraiment pour vous devez communiquer de l'information à quelqu'un, vous devez lui envoyer des listes, et là, vous pouvez décider d'enlever l'information que la personne n'a pas besoin de voir, parce qu'on a quand même beaucoup d'informations sur la liste. Mais ça vous permet de partager, puis ça permet aussi de faire des validations, je vous dirais, là, ces listes Excel-là. Je vais fermer ma liste, je vais retourner. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est qu'on part d'un chiffre, on arrive dans une liste, on peut aller jusqu'à l'employé. Maintenant, ce que je vais faire, je veux personnaliser un tableau de bord. OK? Donc, j'ai ce tableau de bord-là. Je vais partir de lui parce que c'est moins long à démontrer, mais je pars de ce tableau de bord-là que j'appelle mon tableau de suivi de la main-d'œuvre. Et là, je veux faire TB, on va l'appeler Mathieu. Tiens, c'est le TB Mathieu, ça. Puis je lui donne un nom en anglais parce que la plateforme vient en anglais et en français. Hein. J'ajoute mon tableau de bord Mathieu. Fait que là, il vient juste de me reproduire le tableau de bord là, de suivi de main-d'œuvre que j'avais. Et moi, je me dis, moi, le coût du roulement moyen, je ne veux pas l'avoir comme indicateur. Et c'est là que j'ai accès là, à tous les indicateurs. OK? Puis je viens choisir les indicateurs que je veux mettre là, dans mon tableau de bord. Dans ce cas-ci, je vais aller chercher le taux d'encadrement, je l'ajoute. Ces deux graphiques-là, ratio d'embauche nette, ça ne m'intéresse pas. Le statut d'emploi, ça ne m'intéresse pas. Je suis davantage intéressée par, la mobilité interne annuelle. Et qu'est-ce que j'aime bien, moi, c'est les raisons de départ. Tiens. Fait que je vais ajouter ces graphiques-là. Je vais sauvegarder et je vais retourner dans mon tableau de bord. Et là, vous allez voir, le tableau de bord Mathieu est à jour avec mon nouvel indicateur taux d'encadrement, mes mouvements internes, mes raisons de départ. Et je suis capable, là, comme ça, facilement de créer mon propre tableau de bord. Je n'ai pas besoin des TI pour m'aider à créer mon tableau de bord. Je peux le faire moi-même. J'aurais pu partir de zéro. OK? Donc, choisir tous les indicateurs, puis choisir les graphiques que je veux voir ou prendre rien que des indicateurs, pas montrer de graphiques. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez là, pour personnaliser vos tableaux de bord. Je vais maintenant me remettre à la fin décembre, juste pour être certain que j'ai assez de données. Fait que là, je suis dans mon tableau de bord Mathieu. Et là, je vois mon taux de roulement et je me dis, bon, mon taux de roulement, j'ai comme un problème ici, là, il est en croissance, je veux analyser ça davantage. Et c'est là qu'on arrive dans le troisième essentiel, là, être capable de faire des analyses sur certaines problématiques RH rapidement et facilement. Donc, d'être capable de forer dans l'organisation, de segmenter pour être en mesure là, vraiment d'aller découvrir des choses. Fait que là, on est plus dans un mode découverte. OK, je suis un analyste, là, puis je veux aller découvrir qu'est-ce qui se passe avec mon roulement. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais le mettre une vision par année. Donc, ça, ce que ça va me permettre de faire, ça va me permettre de comparer mon roulement, OK, qui est à 19,1 en 2020 et qui est à 17,3 en 2019. Et je suis capable de voir d'une année à l'autre comment mon roulement tend à augmenter. Je suis capable de voir mon taux de roulement volontaire, mon taux d'émission, mon taux de départ à la retraite et mon taux de roulement involontaire. Mais je suis capable aussi d'aller voir mon taux de roulement à 90 jours, donc à ma période de probation, mon taux de roulement à 1 an. Je suis capable de voir mes départs regrettables. Donc, les gens qu'on considère que quand ils ont quitté, on aurait voulu les retenir. Donc, ça, on applique des règles d'affaires au moment de l'implantation avec le client pour déterminer c'est quoi un départ regrettable. Et je suis capable de voir mon coût du roulement. Et là, je m'aperçois que mon coût du roulement, lui, là, il a presque doublé. Fait que là, on se dit c'est problématique. Fait que je veux essayer de trouver pourquoi
qu'est-ce qui cause cette augmentation de roulement-là? Fait que là, au lieu de regarder ça par année, maintenant, je vais retourner par organisation, je vais appliquer et je vais forer dans mon organisation. Donc, en cliquant sur ma présidence, ma direction générale, je me retrouve à voir mes premières vice-présidences. Et là, en regardant vite, je m'aperçois que c'est vraiment cette première vice-présidence-là. C'est normal, c'est la plus grosse vice-présidence, mais c'est dans cette première vice-présidence-là que j'ai la majorité de mes coûts du roulement. Je vais reforer encore une fois pour voir les sous-départements et je vois bien là, que celle-ci ici, là, VP Vente en direct et service à la clientèle, là, c'est vraiment là, et l'autre aussi au-dessus, là, ces deux-là, c'est les deux vice-présidences où j'ai des problèmes. J'aurais pu là, ensuite là, regarder ça par, je vais prendre l'âge, disons, puis regarder est-ce que c'est l'âge qui est mes tranches d'âge, est-ce que j'ai des problèmes au niveau des tranches d'âge? Je m'aperçois que mon roulement, là, il est vraiment, mon taux de démission est vraiment élevé. Mon taux de roulement est vraiment élevé dans mes 20-24 ans. Mais là, étant donné que je connais bien, puis il est encore plus élevé, mes 0,19 ans, fait que c'est en train de me dire, écoute, c'est parce que je tiens compte de mes étudiants ici, là. Fait que c'est pas quelque chose que je veux pas tenir compte de mes étudiants ni de mes postes temporaires. Fait que je vais aller choisir seulement mes postes permanents. Donc ça va me donner peut-être une meilleure lecture. Ah oui, là, on voit que ça s'est amélioré un peu, mais mon roulement, il est quand même élevé là, chez mes plus jeunes. Et bien sûr, quand ils sont plus vieux aussi, là, on parle des départs à la retraite. Donc, vous voyez, vous pouvez faire quand même beaucoup de ce type d'analyse-là. Je vais aller vous montrer un autre panorama, moi, que j'aime bien, qui est les comportements humains, où là, on ne vient pas seulement regarder le taux de roulement, mais on vient regarder aussi tout ce qui est mouvement interne, tout ce qui est absentéisme, tout ce qui est heures supplémentaires, tout ce qui est aussi mobilisation. Fait que là, je suis capable de voir que par groupe d'âge, je viens voir que ma mobilité, bien, elle augmente beaucoup, là, 30, 34, 35, 39. On voit que les taux d'absentéisme, j'en ai pas mal, 20, 25, 29, 30, 34. Après ça, c'est quand ils sont plus vieux. Puis là, je me dis, ben, écoute, est-ce qu'il y a une histoire d'homme-femme là-dedans? Fait que j'aurais pu venir croiser ça ici par genre. Et là, je vais être capable de dire, ben OK, pour chaque groupe d'âge, là, est-ce que homme-femme, fait que quand je regarde ici, là, mes 25-29 ans, mon taux de roulement, bon, un peu plus élevé pour mes femmes, mais quand je regarde l'absentéisme est beaucoup plus élevé pour les femmes. Mais quand je regarde ma mobilisation ou mon taux de recommandation employeur, ben, c'est mieux au niveau des femmes, moins bon au niveau des hommes. Mais il n'y a pas une très grande différence là, au niveau du taux de mobilisation, mais au niveau de le taux de recommandation employeur, on voit qu'il y a quand même des petites différences. Fait que vous voyez, là, je peux faire toutes sortes d'analyses. On va passer maintenant au quatrième essentiel. Parfait. Il resterait 7-8 minutes à peu près, André. Parfait. Tu as trop parlé au début, Mathieu. Oui, je m'excuse. Pas de problème. On va aller voir un rapport Power BI que j'ai demandé à un de nos analystes de monter parce que je voulais faire une analyse davantage au niveau de la retraite dans mon organisation. Fait que là, je vais aller cliquer sur mon onglet retraite ici. Et je voulais regarder surtout la retraite pour les gestionnaires. Fait que ceux qui connaissent Power BI là, vont commencer à reconnaître là, que c'est vraiment Power BI qui est intégré dans l'application. Ceux qui ne connaissent pas Power BI, vous pourrez voir que ce qui est intéressant avec Power BI, c'est l'interactivité entre chacune des cartes ici qu'on a. Là. Fait que si je clique sur Homme ici, bien, vous voyez les autres graphiques réagissent. Si je clique sur Femme, voilà ce que ça fait. Fait que vous voyez, ça, c'est intéressant. Fait que les gens ont accès à des rapports Power BI. Ils n'ont pas besoin d'avoir de licence Power BI pour voir ça. Puis, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir de licence Power BI pour les modifier. Et là, je vais modifier un rapport, puis c'est là que vous allez comprendre, là, ceux qui connaissent Power BI, que là, on retrouve tout l'environnement Power BI.
Voilà, comme ça. Et je suis capable d'aller facilement modifier un rapport. Fait que dans ce cas-ci, si je me dis, OK, je ne veux pas avoir un beau beigne de même, j'aime mieux une pointe de tarte, je clique, bang, c'est fait. Ici, mon nombre de départs à la retraite, je vais aller voir. Puis là, on a vous avez accès à tous les indicateurs qui sont dans la plateforme, là. Tout est ouvert. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Fait que si je regarde ici, oui, je veux mes nombres de départs à la retraite, mais je veux aussi mes nombres de départs à 1 an. Je veux voir s'il y en a. Fait qu'il vient, boum, il vient les ajouter. C'est sûr que là, il faudrait que j'ai changé mon titre, là, mais comme je suis en démo, on ne se bardera pas de ça. Et là, vous pouvez l'enregistrer. OK? Et le faire, on va l'appeler retraite. Pouf, je l'enregistre. Je vais mettre un parce que j'ai l'impression, j'ai peur d'en avoir un autre retraite. Fait que là, il enregistre mon rapport que je viens de modifier sous un autre nom, mais j'aurais pu partir là, de zéro là, en me créant un propre rapport avec Power BI. Donc, ça, pour nous, c'est la quatrième essentielle. Ne pas être pris dans notre plateforme et pouvoir utiliser d'autres outils de visualisation. Dans ce cas-ci, on peut utiliser Power BI, mais si vous avez Tableau, on peut aussi vous donner accès à notre cube, puis vous pouvez mettre Tableau ou clic sur notre cube qui est déjà développé. C'est ouvert et vous pouvez l'utiliser, Tableau ou autre. C'est sûr que là, ça ne sera pas intégré dans la plateforme, mais vous allez pouvoir utiliser. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les analyses prédictives. Je vous parlais tout à l'heure d'une projection de taux de roulement. Donc, ce qu'on fait, une fois par mois, le modèle roule pour venir vous prédire, projeter le taux de roulement dans votre organisation basé sur votre historique. Donc, si j'ai mon historique de taux de roulement, en gris, c'est le futur. Fait qu'on vient vous dire, ben, en septembre 2021, là, votre taux de roulement mensuel risque d'atteindre 2,3 et après, il va descendre. Et ça, c'est vraiment basé sur un modèle de machine learning qui est en arrière et qui roule une fois par mois. Ça, présentement, on est en train de le tester chez des plus petits clients parce qu'on pense que ce qu'on utilise là, au niveau des algorithmes qu'on utilise, on pense que ça on va avec l'historique, c'est sûr que ça prend de l'historique, mais on pense que chez des plus petits clients, on va quand même obtenir des résultats qui font du sens. Et la dernière chose, c'est qu'on a travaillé aussi sur un modèle de risque de départ. Et ce modèle de risque de départ-là, ce qu'il fait, c'est qu'il vient vous montrer les gens, puis on s'est concentré, bien entendu, sur les hauts performants dans ce cas ici, les hauts performants qui ont un risque de départ plus élevé. Comment je suis informée, c'est que je reçois une alarme. Je reçois une alarme, là, puis là, j'ai reçu une alarme en décembre me disant que Caroline Gagné, son risque de départ est dépassé à 87 Fait que là, je vais dans ma plateforme, j'ai ma liste, je vois ma Caroline qui est ici, qui est une analyse développeur en informatique, une ancienneté de 7 ans, évaluation de performance 4,7, donc sur 5, elle est quand même très haute performante. Son risque de départ est 87 et je vois là, que la tendance elle augmente la tendance qu'elle quitte. Ça ne veut pas dire qu'elle va quitter Caroline. Là. Ce que ça veut juste dire, c'est qu'il y a un risque. Et là, on vient avec le prescriptif vous donner des mesures, des actions que vous pourriez faire pour tenter de retenir Caroline. Donc, par exemple, Caroline est à l'échelon le plus bas de son échelle salariale, vous devez réviser sa rémunération. Caroline n'a pas de plan de développement et n'a reçu que 8 heures de formation. Vous devriez mettre en place un plan de développement pour Caroline. Et Caroline habite à plus de 40 km de son lieu de travail. Vous devriez appliquer la politique de télétravail pour Caroline. Fait que vous voyez jusqu'où on peut aller. Donc, le modèle de risque de départ, actuellement, il est seulement utilisé dans de la plus grande entreprise, mais on est en train de travailler à l'amener, à le mettre en production pour des plus petits clients. Puis quand je dis plus petits clients, là, je parle de 150, 200, 300 employés. Là. Fait que voilà ce que je voulais vous montrer ce matin. Fait que Mathieu, tu peux repartir. Parfait, merci André. Est-ce que On ne t'entend plus, Mathieu. je m'étais mal unmuté? Désolé. Est-ce que ça fonctionne l'écran? Oui. Mm-hmm.
Donc, c'est ça, vous les avez, les 5 choses essentielles, les 3 pièges à éviter et les 3 obstacles à contourner pour avoir du succès dans votre projet d'analytique RH. Évidemment, je pense que, en tout cas, j'espère que ça l'a paru là aujourd'hui, que ça a été bien communiqué, que c'est un projet qui est important, c'est un gros projet. Un projet d'analytique RH, ça doit venir des RH, c'est vous qui deviez être les pilotes ou les champions de ce projet-là. Mais c'est important de bien connaître les besoins de toute votre entreprise, puis c'est surtout d'aller vous chercher du support pour avoir du support autant de la haute direction que le reste de l'organisation. Donc, avec ceci, on va ouvrir aux questions. Donc, comme je disais, soyez bien à l'aise de soit poser votre question directement dans le chat ou tout simplement là, d'activer votre micro puis votre caméra pour me poser une question. Il y a Saïd qui dit « Bravo André, belle démo et beaucoup d'énergie. » Merci, Saïd. Je le connais, Saïd, puis il me connaît. Ah, OK. Sinon, juste, wow, si ce serait juste de moi, j'adopterais tout de suite. Ah bon, mais c'est bien, Sonia Faneuf. Merci, Sonia. Écoute, ben, tu sais, Mathieu, on nous pose souvent des questions. Là, Oui, c'est ça. par exemple, là, est-ce que Cara peut se connecter à n'importe quelle source de données? Tu sais, on faisait une démo cette semaine, là, puis la personne, elle avait la majorité de son information dans son système d'information RH, mais elle avait de l'information sur ses accidents de travail, si je me souviens bien, dans un autre système. Mais ça, il n'y a aucun problème, là. On peut, nous, aller se connecter sur à peu près n'importe quel système. Des fois, ça va être plus long, des fois, ça va être moins long, parce qu'on a déjà des connecteurs là, pour la majorité des systèmes les plus connus. Les systèmes un peu moins connus, bien, il faut développer le connecteur, mais on peut aller chercher de la donnée à peu près n'importe où. Puis il y a même des fois qu'on va aller la chercher dans Excel. On aime moins ça, mais on peut le faire. On peut aller chercher la donnée dans Excel. Là, tu ouvres peut-être la porte aussi. Là, tu parles de délai, que ça peut être long, moins long. Là, je me demande si on a peut-être fait peur en disant que c'est un gros projet, qu'il fallait bien y penser. Dans ton expérience, un projet typique pour une entreprise moyenne, disons 500, 600 employés, mettons, disons 500 000 employés, ça peut prendre combien de temps? C'est sûr que ça dépend beaucoup, là, mais selon toi, dans ton Ouais. expérience, ça ressemble à quoi? Tu sais, mettons une entreprise là, de 500 employés, mais qui a des données qui sont quand même propres, là, qui a quand même un bon, puis qui est dans un système RH là, connu, là, que ce soit ADP, Ceridian, UKG, donc qui est dans un système connu, puis dont on a un connecteur, bien, en dedans de 30 jours, ça peut être fait. Là. On se connecte, nous, ils ouvrent les API, on se connecte, puis c'est bien entendu que c'est là ensuite qu'on vient s'assurer que le modèle est correct. Là. Fait que là, il y a comme je dirais des ateliers qu'on fait avec le client pour s'assurer qu'il veut vraiment voir l'information de cette façon-là. Mais au bout de 30 jours, c'est en test chez le client, puis ça peut être déployé. Là. Fait que c'est quand même assez rapide. Oui. Il y a Sonia, justement, qui nous dit c'est ce qui me fascine, nous avons le même problème avec plusieurs et plusieurs rapports. Et puis, il y a Saïd qui nous répond aussi c'est quoi le pourcentage de non-réussite des tentatives de clients qui ont essayé de bâtir leur propre solution analytique RH avant de venir vous voir? On ne les connaît pas toutes, là. Mais je peux vous dire que je ne les nommerai pas. J'en connais un qu'eux, ils s'étaient dit on va le faire nous-mêmes, OK? On a un département de TI à l'interne. Puis à ce moment-là, eux autres, ils utilisaient Cognos comme outil. Et ils ont dit, on a de la disponibilité au niveau TI. Fait qu'on veut que. Puis ils étaient partis avec ce qu'ils avaient besoin. Là. Ils voulaient avoir des rapports de roulement, de taux de roulement, des rapports d'absentéisme, etc. Fait qu'ils étaient partis avec leurs requis vers le département TI. Ils ont bâti. Ça a pris 1 an. Au bout d'1 an, là, ils ont commencé à jouer dans leur application. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte, ils ont dit, ben là, moi, le taux de roulement, là, je le veux par groupe d'emploi, mais dans mes groupes d'emploi, j'ai des sous-groupes, puis j'aimerais ça voir les sous-groupes. Mais là, il était trop tard. Il avait monté la donnée d'une façon
que là, oui, on pouvait le voir par grand groupe d'emplois, mais si on voulait voir un sous-groupe, ce n'était pas possible. Il fallait retourner en arrière et refaire le modèle de données. Fait que ça l'arrive souvent. C'est que on part avec des requis à notre équipe TI qu'on pense clairs, mais malheureusement, la connexion RH-TI ne se fait pas tout le temps nécessairement bien. Le langage n'est pas nécessairement le même. Et ce qui arrive, ben, c'est qu'on part, puis là, on spin. Puis là, c'est long. Fait qu'ils ont abandonné leur projet Cognos, puis sont venus vers nous. Voilà. Parce que sans parler nécessairement d'échec où il y a vraiment un projet a échoué, une chose qu'on voit peut-être souvent aussi, c'est qu'après 1 an, 1 an et demi, le projet n'a pas avancé, il n'y a rien qui s'est fait. Et là, on revient vers nous pour dire, pouvez-vous nous aider à Ouais, accélérer parce que là, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. ouais, Ça ouais, aussi, hein. parce que, tu sais, c'est pas des, tu sais, puis c'est là que c'est pas nécessairement simple. La donnée RH, là, c'est pas la même, c'est pas comme de la donnée financière, là. C'est pas aussi simple que ça. La donnée RH, là, bon, il y a des histoires de dates, il y a des histoires de lignes de vie, là, de cycle RH. Il y a toutes sortes d'informations qui font en sorte que c'est plus complexe qu'on peut l'imaginer. Puis le calcul des indicateurs n'est pas nécessairement si simple que ça non plus, là. Fait que, tu sais, en gros, là, les gens pensent que RH, c'est simple, mais moi, je pense que la donnée RH, c'est probablement la donnée la plus complexe dans les organisations. Puis à cause aussi de toute la confidentialité, la sécurité qu'il faut y mettre, ce n'est pas de la donnée simple là, à traiter. Sonia est d'accord, elle dit tout à fait d'accord. Les TI ne connaissent pas notre langage et c'est très long avant d'obtenir ne serait-ce qu'un rapport. Mm. Il y a Jimmy Morin aussi qui dit super système, mais j'ai l'impression qu'avec mes données actuelles, dont la qualité et la fiabilité est, disons, douteuse pour le moment, nous ne pourrions pas prendre tout avantage d'un système comme Cara. Est-ce que je me trompe? Ça, c'est un classique, ça, on l'entend souvent, Oui, cette ben, question. moi, on me dit tout le temps, hey, moi, mes données ne sont pas bonnes. Les données chez nous ne sont pas bonnes. Je suis persuadée qu'ils ne sont pas bonnes. Bon, fait que la première chose à faire, ben, c'est de s'assurer, c'est-tu vrai qu'ils ne sont pas bonnes? C'est-tu vrai que ça fait pitié? Fait que ça, nous, assez rapidement, on est capable de le savoir. OK? On fait un extract de votre système, bang, puis avec le rapport de qualité de données, ça donne un portrait assez rapide de dire, ben OK, par exemple, là, j'ai des dates d'embauche erronées, j'ai des gens qui n'ont pas de date de naissance, j'en ai d'autres qui n'ont pas de superviseur. Tu sais. On est capable de vous sortir toute la liste de ce qui n'est pas bon. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si ce n'est pas bon dans votre système, vous avez investi dans un système d'information RH, là, vous avez mis de l'argent là-dessus, bien, ça serait peut-être le temps qu'on se dise, bien là, la donnée qui rentre là-dedans, il faut qu'elle soit bonne. Nous, on peut vous aider justement à dire, bien, c'est où qu'il faut que vous améliorer votre donnée. Puis, c'est certain que ça peut être court parce que les gens habituellement sous-estiment leur qualité de données. Quoique, on a eu des histoires d'horreur aussi. Là, et on a vu des histoires d'horreur. Mais habituellement, les gens sous-estiment la qualité de leurs données. Mais on est capable de venir vous aider justement à améliorer cette qualité-là. Fait que oui, peut-être que ça va être plus long, le processus d'implantation. Puis, vous allez vous dire, ben voilà tout ce qu'on doit améliorer dans notre qualité de données. Mais par exemple, si pour vous, ce que vous voulez mesurer, c'est le taux de roulement, puis c'est ça qui est important, bien, on va vous dire c'est quoi qu'il faut que vous modifiez dans votre système pour qu'on soit en mesure de sortir des bons résultats. Ça veut peut-être dire que il y a d'autres données qui ne sont pas bonnes, mais on ne travaillera pas tout de suite dessus. On va cibler avec vous ce qui est important pour vous à venir réparer, si on veut, dans votre système d'information RH. C'est bien. On attend, on va avoir des gens qui écrivent dans le chat, on va peut-être attendre un petit peu. Qu'est-ce que ça dit? Excusez. Merci, Jimmy qui nous dit merci. Donc, on va faire un wrap-up tranquillement. Juste pour vous confirmer encore une fois que vous allez recevoir un courriel tout à l'heure pour le sondage. Si vous aviez le temps de le remplir, ça nous ferait vraiment plaisir qu'on sache qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec les webinaires. Et aussi, vous allez recevoir la présentation avec le lien du vidéo
demain. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, là, des fois, ça arrive après un webinaire comme ça, là, on pense, on réfléchit un peu, puis il y a des nouvelles questions qui se présentent. Donc, gênez-vous pas pour nous contacter, soit moi, soit André, ou répondre au courriel que vous avez eu de confirmation pour le webinaire. L'information va nous être transmise. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Juste prendre note qu'André va être en vacances. Tu reviens quand, André? Ouais, je pars une semaine. Je reviens le Pas une 28. semaine, là. C'est Ouais, pas une si semaine. pire. C'est pas si Non, non, pire. non, non, non. Donc, Saïd qui nous dit, dans une de tes publications, André, sur ton blog, tu écris que ça prend une équipe pour faire de l'analytique RH. J'arrive pas à déterminer quel membre le plus critique. Sans lui, ça ne marchera pas, le projet. C'est drôle parce qu'on en a parlé hier de ça dans notre communauté de pratique. Tu sais, la première personne que ça prend un responsable de l'analytique. OK? Donc, ça prend quelqu'un, puis ça se peut que dans votre organisation, au départ, là, cette personne-là ne soit pas à temps plein. OK? Habituellement, cette personne-là va se retrouver autour du système d'information RH ou peut-être en rémunération. Je vous dirais que c'est les deux endroits, là, mais cette personne-là aura dans ses tâches de mettre en place l'analytique. C'est que ça, c'est la première affaire. Cette personne-là va être habituellement quelqu'un de RH. Là. Ce n'est pas quelqu'un de TI. Ça va être quelqu'un de RH qui connaît bien les RH, qui n'a pas peur des chiffriers Excel, qui n'a pas peur des chiffres. Je vous dirais que c'est ça en gros. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, OK, puis vous n'avez pas encore de plateforme, bien là, ça va vous prendre quelqu'un de TI qui va être capable d'aller chercher les données dans votre système, les extraire, puis les amener. Puis là, ça peut être au départ, c'est dans Excel. Là, donc, quelqu'un qui va être capable d'aller les chercher dans vos systèmes, faire des extractions. Donc là, on va peut-être aller chercher quelqu'un qui est capable de faire des requêtes SQL. Donc, on a plus un profil TI. Euh, Puis, fait que là, avec ces deux personnes-là, vous pouvez faire un bon bout de chemin. C'est le jour où là, vous vous dites, ben là, on veut que toutes les décisions RH soient prises basées sur des faits. On veut mettre en place des modèles prédictifs. Quand là, on veut faire ça, qu'on veut atteindre un niveau de maturité plus élevé, là, on pourra penser à aller chercher des scientifiques de données, OK, des gens en psychologie organisationnelle si on veut rentrer la donnée de sondage. Là. Mais là, ça, là, ce n'est pas pour une entreprise de 150 puis 200. Là, OK? Des groupes d'analytique RH dans les organisations, on voit ça davantage, là, je dirais, les entreprises 2000, 3000, 4000, 5000 employés et plus. Au départ, là, ce que ça prend, là, ça prend quelqu'un qui aime les chiffres, mais ça prend quelqu'un de RH. Allez pas chercher quelqu'un qui n'est pas en RH, il va avoir trop à apprendre en ressources humaines. Fait que ça prend quelqu'un de ressources humaines qui aime les chiffres, puis qui peut avoir du temps dédié pour commencer à débroussailler, à produire quelques rapports, puis c'est sûr que quand quelqu'un a une plateforme comme la nôtre, OK, bien là, tu as moins besoin d'une grosse équipe parce que là, tout est là. Tout est dans la plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui crée les rapports, quelqu'un qui les analyse, quelqu'un qui va extraire les données. Tout se fait automatiquement. Fait que c'est sûr que quand on a une plateforme, on a moins besoin d'une grosse équipe. Je pense tout le temps à l'équipe d'analytique RH de la Banque nationale. Dans la première année, là, ils étaient 10 à 15 personnes. Mais ce qu'elle me disait, là, la dame en charge de l'analytique RH là-bas, elle dit on n'avait pas de plateforme. Tout était fait dans Excel. Fait que j'avais 10 personnes là, qui faisaient rien que des rapports Excel, puis qui sortaient de l'information. Ces gens-là, là, c'était de la job de bras qu'ils faisaient. Là. Fait que vous voyez, là, si vous vous équipez, vous aurez moins besoin d'une grosse équipe au départ. En gros, j'espère que ça répond. Là. Et il y a Sonia qui nous dit notre système Sagir contient beaucoup d'informations, mais on ne peut pas obtenir nécessairement le rapport qu'on veut. Puis ça, c'est une autre chose. Hein? Souvent, les gens qu'on voit qui investissent dans des SIRH se font promettre des choses. Toi, tu as des opinions claires là-dessus et arrêtez, je pense. Ah ben oui, mais c'est sûr que les vendeurs de solutions vont vous dire que vous pouvez faire tout. Là. Mais Sagir, ça, c'est Oracle, hein, c'est gouvernemental, hein, si je me souviens bien. Là. C'est peut-être pas si simple que ça d'extraire les données de ça. Je suis d'accord avec vous. C'est là qu'il faut passer probablement, là, puis il faut voir là, les versions que vous avez, puis il faut voir où vous en êtes. Là. Mais c'est certain que vous ne pouvez pas faire les rapports que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut prendre la donnée puis l'amener
ailleurs. Parce que les systèmes d'information RH, ce n'est pas fait pour faire de l'analytique. Puis là, je vais dire quelque chose de gros, là, mais même Workday ne vous permet pas de faire d'analytique RH. Workday va vous sortir des indicateurs, va vous sortir des rapports. Vous allez pouvoir vous bâtir des rapports, mais ce n'est pas fait pour faire de l'analyse de données. Vous devez sortir votre donnée de là puis l'amener dans un entrepôt, l'amener ailleurs pour être en mesure de faire de l'analytique. Voilà. Je savais que tu avais des idées arrêtées sur Ouais, ça. je sais bien. C'est ça. Les vendeurs, ça, les Les PME. vendeurs, les maudits vendeurs. Ouais. Donc, je pense que ça va conclure. Sonia, Ouais. peut-être qu'il écrit encore, on va lui donner quelques minutes. Nous, de notre côté, c'est ce que je fais actuellement et je dois combiner et recombiner des données. Ah, c'est ça, hein? Beaucoup de travail manuel, là. Manipulation. Oui. Saïd, ce n'est pas toutes les organisations qui ont une personne avec la passion RH d'André Laforge. Bravo. Bon, bien, je vous remercie tout le monde d'avoir participé. Comme je vous disais, si vous avez des questions, là, gênez-vous pas à nous contacter. Puis je vais souhaiter une bonne journée. Puis André, ben, des belles vacances. On se revoit le 28. Oui, on s'envole C'est bientôt. bon? Oui. Bye Bye bye. bye. Merci. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup à vous.